Qu'est-ce que tu veux? Tu te souviens que Léonard t'a dit qu'on ne pouvait pas venir t'applaudir parce qu'on assistait à un symposium sur le positronium moléculaire? Je me souviens du mot symposium. Donc, si je décode correctement, elle fait semblant de croire qu'on va à un symposium à Pasadena, alors qu'en fait, elle est persuadée qu'on va voler au secours de ton drogué de cousin à Long Beach. Faut que je t'apprenne l'art du mensonge. C'est formidable, Penny a obtenu une audition pour chanter. Le problème, c'est qu'elle a un peu une voix de casserole, et Léonard n'ose pas lui dire la vérité. Et donc Léonard invente un gros bobard pour ne pas aller à cette audition-là. Et ce bobard, c'est qu'il doit aller à un symposium sur le positronium moléculaire. Voilà. Sheldon ne comprend pas pourquoi on ment, du coup il va inventer un bobard encore plus gros qui fait intervenir un membre toxico de sa famille. Penny se prend d'affection pour le gars, voilà. Bon. Mais la question que l'on peut tous se poser, c'est qu'est-ce que le positronium? Le positronium, c'est un système composé d'un électron et d'un positron, donc de deux particules. Ce système existe sous deux formes, l'orthopositronium et le parapositronium. C'est un système instable puisque la durée de vie varie entre 0,12 et 140 nanosecondes en fonction du type de système ortho ou para. Donc on peut représenter le système comme ceci, avec l'électron et le positron, et les deux qui vont tomber l'un vers l'autre. Quand ils vont se rencontrer, ils vont émettre des photons qui pourront être détectés. Alors attention, il ne faut pas confondre ce système avec un autre système, hein. Ceci c'est l'électron, et en rouge c'est le positron, à ne pas confondre avec le proton. L'électron a une charge négative, hein, c'est moins la valeur de la charge élémentaire notée E. Le positron, lui, a la même charge mais positive, donc on note ça plus E, exactement comme le proton. Par contre, l'électron possède donc la masse de l'électron, et le positron possède la même masse que l'électron. Ce qui n'est pas le cas du proton, qui est environ 2000 fois plus massif que l'électron. Sur la gauche, le système positronium, sur la droite, le système atome d'hydrogène. Le positronium fut imaginé en 1932 par, alors là je ne saurais pas prononcer, je suis vraiment désolé, donc je vais l'appeler Stéphane, et il fut découvert expérimentalement en 1951. Dans l'espace, nous l'avons observé en 1984 grâce à la spectroscopie dans la nébuleuse du Crabe. La nébuleuse du Crabe, c'est quoi? C'est une étoile morte en fait, hein, qui est composée d'une étoile à neutrons au centre de l'image, là on la voit pas, et d'un résidu de supernova, donc c'est des gaz en expansion et qui sont très fortement ionisés, qui lui donnent, dans le visible ici, cette forme de crabe. Là il va falloir qu'on parle un petit peu de ce que c'est que la spectroscopie, hein. J'avais déjà fait une petite aparté sur la spectroscopie quand on a commencé à parler du modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène, donc je vous renvoie à cette vidéo. Et là je vais faire un petit comparatif. Sur la gauche, le positronium, sur la droite, l'atome d'hydrogène. Dans l'atome d'hydrogène, on pourrait dire l'électron tourne autour du proton. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le proton a à peu près 2000 fois plus de masse que l'électron, donc l'électron tourne quasiment autour du proton. Mais en fait, le système électron plus proton tourne autour d'un point qui est situé entre l'électron et le proton, à proximité du proton. Et on peut faire en bonne approximation le fait que l'électron tourne autour du proton. Dans le cas du système positronium, ce n'est plus tout à fait le cas, puisque les deux, électrons et positronium, ont la même masse. Dans ce cas-là, c'est comme s'ils tournaient l'un autour de l'autre en même temps, et on peut décrire le système comme si, en réalité, le positronium était au centre, comme le proton, et l'électron tournait autour, mais avec une masse divisée d'un facteur 2. Ceci a des conséquences sur les niveaux d'énergie du système. On a déjà vu pour le proton que les niveaux d'énergie du système dépendent d'un nombre quantique appelé nombre quantique principal n, qui ne peut prendre des valeurs que entières, 1, 2, 3, 4, etc. Je vous présente ici les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, constitué du proton et de l'électron. Donc l'état n égale 1 est celui de plus basse énergie,
et ensuite on va monter petit à petit jusqu'à atteindre la valeur de 0. Ces énergies sont négatives et correspondent à des énergies de liaison. C'est-à-dire que le système est lié, donc avec des énergies négatives. En termes de spectroscopie, quand on arrive à exciter un électron, on peut le porter dans l'état par exemple n égale 3. Il va y rester un certain temps, puis il va vouloir reperdre de son énergie et réémettre de la lumière. Un photon pour tomber par exemple dans l'état n égale 2. Et par spectroscopie, on peut le voir. Ici on voit une raie spectrale et je renvoie encore une fois à ma vidéo pour plus d'explications. Il peut être dans l'état n égale 4 et retomber dans l'état n égale 2. Cela donnera une nouvelle raie spectrale avec une longueur d'onde différente, une couleur différente, ou encore une autre, n égale 5 vers n égale 2. Et en fait, il en existe plein. Mais pour le positronium, c'est pareil, sauf que la masse de la particule qui tourne autour de la particule qui est au centre, eh bien, elle va influer sur la valeur des niveaux d'énergie. Et ça revient à rapprocher les niveaux d'énergie du positronium par rapport à l'atome d'hydrogène. Mais ça ressemble un petit peu à la même chose, c'est-à-dire que l'on va avoir des transitions entre différents niveaux d'énergie que l'on pourra donc observer dans les milieux astrophysiques ou en laboratoire pour faire de la détection. Je vous ai parlé d'ortho et de para-positronium tout à l'heure. Eh bien en fait, c'est dû au spin de l'électron. En effet, l'électron et le positronium possèdent tous les deux un spin 1,5. Il faudra que je fasse une vidéo un jour sur le spin. C'est encore un petit peu tôt, mais lorsque j'aurai avancé la mécanique quantique, ne vous inquiétez pas, on parlera du spin. Pour le moment, vous avez juste à vous dire que le spin est une propriété intrinsèque des particules qui représente un petit peu, mais c'est pas complètement vrai, la façon d'une particule de tourner autour d'elle-même. C'est pas rigoureux, mais bon, imaginez ça si vous voulez bien dormir cette nuit. Quand il y a plusieurs spins dans un système, eh bien ces spins vont s'additionner. Un petit peu comme si une partie tournait d'une façon, l'autre partie tournait de la même façon, eh bien l'ensemble va un petit peu plus tourner. Encore une fois, c'est pas complètement rigoureux, mais c'est pour vous aider à mieux dormir. Et en mécanique quantique, on n'additionne pas n'importe comment ces spins, il y a des règles que je détaillerai bien plus tard, dans un autre format. Eh bien, on parle de parapositronium quand les deux spins sont dans le même sens, et de orthopositronium quand ils sont dans le sens opposé. Donc pourquoi le positronium c'est intéressant? Eh bien parce que dans le positronium, on a un électron, et on a aussi en fait le positron qui est l'antiparticule de l'électron. Pour décrire correctement cela, le théoricien a inventé ce que l'on appelle l'électrodynamique quantique. J'en ai un tout petit peu parlé dans le Speed BBT numéro 5 sur la chromodynamique quantique. C'était pas exactement l'électrodynamique quantique, mais ça en parlait un petit peu. Donc je vous conseille de revoir cette vidéo et je ferai un jour, quand Sheldon me le permettra, une vidéo sur l'électrodynamique quantique dans ce même format. Mais c'est pas pour maintenant. Donc, le positronium, c'est un système qui permet de tester la théorie de l'électrodynamique quantique pour vérifier si cette théorie est juste ou s'il manque des ingrédients qu'il faudrait rajouter pour comprendre encore un peu plus la matière à un niveau toujours plus complexe, toujours plus fin. Je vais vous illustrer ça. Dans cette théorie, donc, qui inclut des effets de relativité restreinte et des effets quantiques, la description des interactions va se faire par approximation, parce qu'on ne sait pas résoudre exactement ce système. Donc on procède par approximation. Prenons un exemple. Cette figure est extraite d'un article de Kataoka et co-auteur de 2008. Sur l'axe des X, tout en bas, c'est une propriété que l'on peut mesurer en laboratoire expérimentalement. Ici, c'est un taux de décroissance. Je vous rappelle qu'on a affaire à une espèce instable, donc on peut mesurer comment elle va décroître, en combien de temps. Donc je ne vous décris pas les unités, là on s'en fiche. C'est une grandeur que l'on peut mesurer en laboratoire. Ensuite, il y a deux lignes verticales. Vous voyez la première, alors c'est marqué en anglais, cela veut dire sans la correction à l'ordre 2. Ça veut dire qu'on va pouvoir décrire cette théorie avec une correction à l'ordre 1, une correction à l'ordre 2, à l'ordre 3, mais normalement, plus on va augmenter ce que l'on appelle l'ordre, plus cette correction va être négligeable, et donc moins on en a besoin finalement. Vous voyez que la correction à l'ordre 2 va changer un petit peu la valeur de ce taux. On passe de 7,038 à 7,040. C'est pas grand chose, c'est un tout petit peu, mais c'est quelque chose de quelques pourcents différents. Peut-être que l'on peut détecter la différence, peut-être pas. Et c'est exactement ce qui a été fait depuis les années 90. En 1995, la mesure expérimentale qui a été faite, et qui est représentée maintenant par cette barre horizontale rouge,
eh bien elle incluait les deux valeurs théoriques, sans la correction à l'ordre 2 et avec la correction à l'ordre 2. Donc avec ces mesures, on était incapable de dire si cette correction à l'ordre 2 était correcte ou pas. En 2002, le dispositif a été amélioré, donc on a obtenu une meilleure précision, et on voit cette fois-ci que la correction à l'ordre 1, c'est-à-dire sans tenir compte de la correction à l'ordre 2, ne permet plus d'expliquer les mesures. Donc on est obligé de tenir compte de cette correction à l'ordre 2 pour y arriver. Mais c'est bon, hein, cette théorie, elle marche très bien à l'ordre 2. Il y a même un ordre 3, un ordre 4, etc. Bon, en 2003, on est revenu un petit peu en arrière, hein, une précision un petit peu différente. Hein, les deux expliquaient ces mesures. La mesure de 2008, encore une fois, est centrée autour de 7,04. Si bien qu'aujourd'hui, on a conclu qu'il fallait bien prendre en compte cette correction à l'ordre 2. Pourquoi ce système est intéressant pour la recherche moderne? Eh bien, imaginez qu'on va rajouter en vert une correction à l'ordre 3 qui se situerait par là. J'ai pas fait le calcul car je ne suis pas spécialiste du domaine, c'est juste pour vous expliquer qualitativement la démarche. Donc imaginons que cette correction à l'ordre 3 se trouve en vert. On est bien d'accord qu'avec les données de 2008, correction à l'ordre 2 ou correction à l'ordre 3, les deux sont capables d'expliquer les choses. Si maintenant on était capable de diminuer encore énormément les barres d'erreur en augmentant donc la précision, si la théorie de l'électrodynamique quantique était correcte, on tomberait sur la valeur verte. Dans ce cas-là, on serait content. On augmenterait encore les influences des corrections à l'ordre 4, puis à l'ordre 5, etc. en essayant de diminuer les barres d'erreur. Sauf que cette théorie, eh bien, on va chercher à la mettre en défaut parce qu'il y a à un moment donné des effets qui ne seront pas décrits dans la théorie. Et donc, on devrait avoir à un moment donné une différence entre la théorie et la réalité qu'on mesure par l'expérience. Et c'est grâce à ça qu'on va progresser. Et imaginez que l'on trouve une mesure entre les deux. Cela voudrait dire que la théorie de l'électrodynamique quantique serait mise en défaut. On ne serait pas capable, juste avec cette théorie, d'expliquer les mesures expérimentales. Il faudrait donc refaire ces mesures dans d'autres dispositifs, en changeant peut-être un petit peu la façon de mesurer, pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'une erreur, d'un biais expérimental. Et si tel était le cas, eh bien nous ouvririons la porte à une nouvelle physique qui n'est pas inclue dans la théorie de l'électrodynamique quantique, qui est la théorie qui est communément admise. Cet épisode est maintenant terminé. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à poucer bleu, liker, partager sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait qu'en fait cette chaîne est de plus en plus connue. Donc je compte sur vous, là, c'est important parce que je pense que on peut apprendre des choses à des gens qui connaissent pas tout en s'amusant, voilà. Et il me reste plus qu'une seule chose à dire. Après, la dernière chose qui me restait à dire, c'était n'oubliez pas de rester critique.